Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 novembre, c'est férié et j'ouvre un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on a eu une super journée ensoleillée sur Paris. C'était vraiment agréable, du coup je suis sortie, je suis allée voir une exposition au Petit Palais que je vous recommande grandement. Alors il s'agit de l'exposition de Bilal Hamdad, pardon, qui s'appelle Paname au Petit Palais qui est jusqu'au 8 février 2026. Voilà, ça c'est l'affiche de l'expo. Elle est gratuite et franchement c'était canon. Euh, En fait, Bilal Hamdad, c'est un peintre d'origine algérienne et qui a capté à travers ses peintures des moments ouais c'est ça, des moments d'urbanité, j'ai envie de dire, devant le métro ou dans le métro, dans la rue, de la part de gens qui sont un peu comme nous. Je sais pas si vous voyez là au niveau de l'affiche, vous voyez, voilà, ça c'est un exemple d'une de ces peintures. Et si vous aimez l'art urbain, l'art contemporain, je pense que vous allez adorer ces toiles. Elles sont très très belles. Il y a un très beau jeu de clair-obscur avec des personnages au premier plan et d'autres au second plan, un petit peu plus en retrait, mais voilà, qu'il faut bien regarder. Il faut bien observer la toile et on les voit apparaître, un jeu d'ombre, de lumière. C'est drôle parce que les vêtements, on arrive à voir quel type de basket, de pantalon, quel type de casquette c'est. Et c'est vraiment des gens qui sont très reconnaissables dans le paysage urbain parisien. Euh, Ces peintures, elles sont magnifiques, elles sont photoréalistes. D'ailleurs, quand on les regarde, on croit presque que ce sont des photos. Mais c'est vraiment très beau. Il y en a une que j'adore, voilà, c'est celle-ci, à la sortie du métro Barbès, avec tous les gens, toute cette diversité, cette culture, ce mélange de culture euh, qui est un peu le Paris d'aujourd'hui et auquel il rend un petit peu hommage dans ses toiles. Et voilà, enfin, en tout cas, moi j'ai adoré. C'est voilà, des petits moments de la vie urbaine, devant le métro, dans des cafés, dans la rue, des moments de solitude aussi, de solitude urbaine. Enfin, il y a des toiles qui représentent des gens qui sont seuls et je ne sais plus le nom des toiles, mais je pense qu'on pourrait les appeler solitude urbaine. Et elles sont vraiment très très belles, très parlantes, très modernes. Du coup, je pense que ça peut parler à tout le monde, hein, les grands comme les petits, parce que ce sont des paysages familiers. C'est vraiment très beau. Et en fait, ils les ont incorporés comment dire, à l'exposition permanente, enfin aux collections permanentes, pardon, du Petit Palais. Et du coup, bah, on déambule, on voit les collections permanentes des toiles plus anciennes de Gustave Courbet ou Monet. Et en face de Courbet, bah, voilà, il y a Bilal Hamdad. Donc je pense que ça a dû être une grande émotion pour lui de voir que ces toiles ont été fondues parmi les toiles de maître. Comme ça, je pense que c'est un grand honneur qu'on lui fait. Et c'est marrant ce contraste entre ancien et modernité. Et non, vraiment, c'était vraiment très beau. Et c'est jusqu'au 8 février. Donc si vous êtes sur Paris, vraiment, je vous recommande d'aller faire un petit tour euh, au Petit Palais. C'est gratuit, donc vraiment, il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller. Et aujourd'hui, il faisait très très beau, donc ça s'y prêtait très très bien. J'ai juste pris une petite image d'une collection, d'une œuvre avec des livres empilés comme ça jusqu'au plafond, qui fait partie de la collection permanente. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une youtubeuse en carton parce que j'ai oublié de filmer le reste. En fait, j'étais tellement absorbée et tellement concentrée voilà, je vivais tellement l'exposition que bah, j'ai oublié de... J'ai pris des photos
mais j'ai oublié de filmer pour YouTube. Donc vraiment, je suis désolée. Je vous ai juste pris une petite image à l'entrée et en plus, je crois que j'ai mal filmé. On voit mon, on voit mon doigt. J'ai filmé, voilà, j'ai filmé comme, comme les darons, comme les vieux, où on voit le petit doigt là. Enfin bon, bref. Bah, écoutez, tant pis, je suis désolée. Du coup, ça vous fait un double prétexte pour aller voir cette exposition. Vous avez compris que je vous recommande grandement. Bon, du coup, après ce petit point art et culture, ben, on va continuer dans la culture, mais plus particulièrement dans la lecture, la littérature. J'ai commencé et terminé un livre entre la fin du vlog précédent et le début de ce nouveau vlog. Et ce livre n'est autre que La place de Annie Ernaux, que je ne vous présente pas. Euh, et que je viens de terminer. Alors, je vais commencer par lire la quatrième de couverture. Il n'est jamais entré dans un musée. Ah, tiens, c'est marrant. Il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite place au soleil et dévoile aussi la distance, douloureuse, survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait « Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. » Ce récit dépouillé possède une dimension universelle. Effectivement, dans ce livre, elle va parler de son papa et de son, en fait, de son univers un petit peu familial. En fait, elle parle d'elle. Annie Ernaux, effectivement, elle est issue d'un milieu modeste puisque ses parents tenaient un café dans une petite ville de Normandie. Ses parents sont des gens qui sont pas instruits entre guillemets, qui sont pas par des diplômes, pas distingués, pas très riches, vraiment. Voilà, elle vient de conditions modestes et elle a eu la chance de faire des études de lettres et le fait de faire ses études, justement, a mis un peu une distance entre elle et sa famille, ce qu'elle décrit assez bien là-dedans. Et dans ce livre, qui est très court, hein, il fait une centaine de pages, elle va surtout parler de son papa, de ses habitudes de vie, de qui il est, de comment, voilà, comment il vit et son rapport par rapport euh, à une classe, une caste un peu supérieure entre guillemets, hein, je mets vraiment tout entre guillemets. Et, euh, et c'est vrai, et Annie Ernaux, elle est vraiment précurseur du genre transfuge de classe. Euh, et son récit, bien évidemment, me rappelle un peu celui d'Édouard Louis, quoique Édouard Louis est quand même pas très tendre à l'égard de sa famille, qui décrit vraiment comme des beaufs, incultes. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et, euh, et je trouve qu'au contraire, dans le récit d'Annie Ernaux, il y a énormément d'amour et de tendresse pour ses parents, même si, voilà, elle explique un petit peu euh, la distance, le changement de classe, les places de chacun. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de nostalgie et de tendresse dans son récit. Il y a beaucoup d'amour pour ce père, parce qu'elle en parle pas du tout en mal, hein. Et en tout cas, moi, c'est un récit voilà, qui m'a beaucoup touchée. Et, et je sais pas en quelle année. Ah oui, c'est dans les années 80. C'est quelque chose qu'elle a vécu dans les années, début des années 80, donc il y a 40 ans. Mais je trouve que enfin, ce qu'elle dit est toujours valable aujourd'hui pour qui change de classe, entre guillemets, pour qui passe voilà, d'un milieu modeste et ouvrier à un milieu voilà, un peu plus lettré, bah, où les gens vont au musée, et, où ils sont plus cultivés, où ils ont d'autres manières, d'autres façons de se nourrir, de se vêtir, etc. Et, et personnellement, je me suis même retrouvée dans certaines choses qu'elle dit. Elle écrit vraiment très très bien, hein. Bah, c'est Annie Ernaux de toute façon. Il y a certaines phrases que j'y trouverais vraiment très puissantes.
qui m'ont vraiment percuté en tout cas. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce récit très très court dans lequel elle rend hommage à son papa et au fait que voilà, elle veut pas, elle renie pas ses origines et voilà, moi c'est un récit qui m'a beaucoup touchée donc si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vivement La place d'Annie Ernaux. Du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Alors, je démarre une nouvelle lecture papier qui est celle-ci. Je vais peut-être enlever le bandeau. Voilà, ça s'appelle Nos vies sous le même ciel de Jojo Moyes. C'est publié chez Hauteville et c'est un beau petit bébé qui fait 478 pages. Donc je pense qu'il va me tenir un moment celui-là parce que c'est quand même une grosse brique. Alors, si je lis la 4e de couve, voilà ce qu'elle avait besoin d'écrire, sa catharsis. Les mots ont toujours été son outil de prédilection pour appréhender le monde. Elle s'aperçoit aujourd'hui qu'ils l'aideront à passer cette période difficile. Lorsque Lila Kennedy découvre que son mari mène une double vie avec une autre femme, alors qu'elle vient tout juste de publier un livre sur les secrets d'un mariage réussi, elle pense déjà avoir touché le fond. Maman de 42 ans, elle est épuisée par sa rupture, par ses 2 filles ingérables, par les travaux sans fin dans sa vieille maison qui s'écroule, et par un beau-père obsédé par les plats de lentilles qui emménagent l'air de rien. Sa carrière est en chute libre et sa vie amoureuse pour le moins compliquée. Alors quand son père, qu'elle n'a plus revu depuis qu'il est parti conquérir Hollywood 35 ans plus tôt, refait soudainement surface, c'en est trop. Lila n'a plus le choix, il va falloir affronter le chaos et peut-être trouver un sens à tout ça. Alors, pour info, Jojo Moyes, c'est l'autrice de Avant toi, après toi, et je sais plus, je crois qu'il y en a un autre, mais j'ai oublié le titre. Avant toi, je l'ai lu à l'époque, il y a très longtemps, et j'avais bien aimé, j'avais vu le film que j'avais bien aimé aussi. Après toi, je l'ai lu récemment, j'ai un peu moins accroché, je trouvais ça un peu moins bon. Bon, donc là, on passe sur une autre histoire, Nos vies sous le même ciel, donc on va voir ce que ça donne. Je trouve que la couverture, elle fait un peu automne, avec les feuilles qui tombent. Donc voilà, je me suis dit que pour mes longues soirées d'automne, ce serait pas mal. Ensuite, je vous avais laissé dans le précédent vlog avec donc le chuchoteur de Donato Carisi que j'ai terminé depuis et que j'ai bien aimé. Et du coup, je vais commencer une nouvelle lecture audio, qui est le fameux Toutes ses fautes d'André Amara chez Point, ouais c'est ça, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux. Il est plutôt assez épais, je crois qu'en audio il fait 10 heures. Un truc comme ça. Donc bon, je vais le démarrer. Une disparition, 4 suspects. Les portes fermées ne dissimulent pas tout. Quand elle se présente au 14 Tudor Grove à Dublin, Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou. Et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler. Car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Voilà, visiblement ça va être une histoire d'enlèvement d'enfants. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai vu des avis assez mitigés sur les réseaux, donc on verra ce que ça donne de mon côté, mais celui-là aussi je pense qu'il va me tenir un bon moment, je pense au moins tout le mois, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais donc me faire mon propre avis avec celui-ci. Voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui, je vais vous laisser là et je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 novembre, il fait un temps absolument gris, il y a du brouillard,
Il y a zéro lumière, c'est tout ce que j'adore, je suis ravie. Bref, je suis pas là pour parler météo, je voulais vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Alors, je suis toujours au niveau papier dans Nos vies sous le même ciel hein, de Jojo Moyes, qui est une grosse brique. J'en suis à la page 160. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. C'est une lecture assez légère, assez réconfortante, un peu feel good. Comme il fait moche et que je déteste le mois de novembre, c'est pas, voilà, c'est pas plus mal. Je vais me prendre un petit peu de café pour me réchauffer le cœur, tiens. Je sais pas vous, mais vraiment, moi, ces périodes-là, c'est une catastrophe. Moi, j'ai l'impression que la semaine, elle m'a roulé dessus, qu'il n'y a pas de lumière, pas d'espoir. Bon, oh là, je suis très très négative, ça va pas du tout. Et c'est vrai que c'est pas du tout ma saison. Moi, je suis une fille de la lumière et là, clairement, il n'y en a pas. Bon, au moins, il pleut pas. Je regarde, mais non, non, il pleut pas parce que je dois sortir tout à l'heure. Donc, s'il pleut, bah, ça me déprime un petit peu. C'est déjà ça. Et je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais cette semaine, ça a été compliqué. Pourtant, on avait un jour férié. Je vous ai pris d'ailleurs, le 11 novembre, on avait un jour férié. J'aurais dû me reposer, mais je me suis pas reposée, j'ai fait pas mal de trucs. Et résultat, là, j'ai l'impression que la semaine, elle m'a mais roulé dessus et qu'elle m'a pas vraiment demandé mon consentement, quoi. Et, euh, et ouais, là, je suis assez épuisée. Bon, après, j'ai eu des trucs dans ma vie perso qui ont fait que voilà, des événements de ma vie perso ont fait que voilà, j'ai l'impression que le ciel m'est roulé dessus. Mais bon, comme on dit, de toute façon ça va passer, tout finit toujours par passer. Il n'y a aucun sentiment qui est définitif. Et on finit par se remettre du tout et tout passe. Il faut juste prendre un petit peu de temps et traverser un nuage noir, un nuage gris, un peu comme les nuages qu'il y a dans le ciel là. Euh, et ça va passer. Voilà, bon, j'arrête de me plaindre et je reprends mon petit blabla lecture. Donc je vous disais, je suis toujours dans Nos vies sous le même ciel de Jojo Moyes. Alors, j'aime plutôt bien pour le moment ma lecture. Bon, j'en suis qu'au tiers, hein, donc c'est pas encore significatif, mais c'est déjà bien entamé. Alors, on est à Londres de nos jours et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lila, qui a une bonne quarantaine d'années. Et Lila, elle est autrice, elle vient de sortir un livre sur les secrets d'un mariage réussi. Et ironie du sort, au moment où sort son livre, en fait, son mari la quitte. Il la quitte pour une autre. Et comble de l'ironie du sort, cette autre n'est autre qu'une maman qui vient chercher sa fille à l'école tout comme elle et qu'elle côtoie tous les jours. Et encore plus du comble de l'ironie, il a mis sa maîtresse, enfin donc sa nouvelle femme, enceinte. Donc elle est en pleine séparation et elle voit la nouvelle femme de son ex-mari tous les jours à la sortie de l'école. Donc tous les regards se tournent vers elle parce que c'est quelqu'un, enfin, la nouvelle c'est quelqu'un d'assez populaire, etc. Donc elle a toujours une petite cour qui l'entoure. Du coup, bah, tout le monde se tourne vers la pauvre Lila pour savoir comment elle va. Elle essaye de faire face, mais c'est compliqué quand vous côtoyez tous les jours la femme de votre ex et qui plus est qu'elle est enceinte. Lila a deux filles. Qui sont en plein dans l'adolescence, donc c'est compliqué, c'est des périodes qui sont liées à l'adolescence, donc voilà, elle gère comme elle peut tout ça, et elle doit écrire un nouveau livre sur les joies du célibat. Elle voit son père qu'elle n'a pas vu des années revenir subitement dans sa vie. Donc voilà, il y a toute cette espèce de tempête émotionnelle qu'elle va devoir gérer, tout ce chaos auquel elle va devoir faire face. Et puis, il va falloir qu'elle s'en sorte la tête haute et qu'elle arrive à gérer tout ça. Donc voilà,
pour l'instant, j'en suis à là. Le cadre se met gentiment en place. Et, euh, et comme je vous disais, c'est un truc un peu... moi, je le vois comme un truc un peu feel good, un peu doudou, assez sympa voilà, pour l'hiver. Donc, on verra où tout ça va nous mener. Mais pour l'instant, j'aime bien. Au niveau de ma lecture audio, j'ai... Oula, quel faux départ! J'ai bien entamé, c'est pas du tout le bon sens. Voilà, on y retourne. J'ai bien entamé toutes ces fautes de Andrea Mara. J'en suis à la page 99 sur combien? 400 et quelques, je crois, hein. Ouais, 467. Donc presque à la page 100 sur 400 et quelques. Alors, il est question là-dedans de la disparition d'un enfant. Il y a plusieurs femmes qui vont être soupçonnées. On ne sait pas encore qui a fait le coup. Là, on est à Dublin aussi de nos jours. La maman, elle s'appelle Marissa, je crois. Voilà, c'est ça. Marissa, elle croit qu'elle va aller chercher son petit garçon qui s'appelle Milo. Elle croit qu'il joue chez un camarade d'école. Donc, elle va le chercher. Et en fait, au moment où elle sonne à la porte, et ben en fait, la personne qui ouvre la porte la mère du camarade chez qui elle pensait qu'elle était. Et en fait, elle va réaliser que son fils a disparu, qu'il a été enlevé et qu'elle ne sait absolument pas où il est. Bon, voilà, j'en suis à là. Là, pour l'instant, on commence à mener l'enquête. Il y a une suspecte qui émerge un petit peu de tout ça. Mais bon, on va voir où tout ça nous mène. Pour l'instant, moi, j'aime bien. Ça passe bien en audio. J'ai lu des avis assez mitigés sur ce livre. Pour l'instant, ça commence bien. Après, on verra si, ce que ça donnera par la suite. Mais voilà, pour l'instant, j'aime bien. Donc, on verra où ça va nous mener. Et je vous ferai bien sûr un petit update de ces deux lectures. Sur ce, bah, écoutez, moi, je vous laisse ici. Je pense que je vais reprendre mon café, mon bouquin et je vais me remettre à lire un petit peu avant de sortir ce soir pour aller à mon cours de danse. Voilà, donc je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 novembre et je viens clôturer ce vlog. Alors, ça fait un moment que je ne vous ai pas pris, tout simplement faute de temps. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous prendre, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la course. Du coup, aujourd'hui, ce dimanche était un petit peu plus calme, donc je prends le temps de vous parler donc de mes dernières lectures. Je vous avais laissé sur celui-ci, donc Nos vies sous le même ciel de Jojo Moyes, que j'ai terminé depuis et que j'ai adoré. On est vraiment sur un petit coup de cœur. L'histoire, je crois que je vous l'ai déjà racontée. C'est l'histoire donc de Lila qui tente de se reconstruire après l'échec de son mariage. Lila est autrice et elle vient de sortir un livre sur comment rebooster son couple. Donc c'est un peu l'ironie du sort. Mais elle se fait quitter en même temps. Ensuite, sa carrière est au plus bas. Ses filles sont difficilement gérables. Son beau-père vient squatter chez elle et elle retrouve son père qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans, je crois. 35 ans, pardon. Depuis 35 ans. Donc voilà, tout un flot d'émotions pour cette pauvre Lila qui peine à se reconstruire. Et elle va devoir gérer un petit peu tout ce chaos, parce que parfois du chaos naît la lumière. Et vraiment, celle de Lila a réchauffé mon petit cœur. C'est léger, c'est drôle, ça fait du bien, ça m'a vraiment réconciliée avec l'autrice parce que j'avais lu Après toi, j'avais pas spécialement aimé. Donc vraiment avec celui-là, moi j'ai passé un super moment. Je vous le recommande. Voilà, Nos vies sous le même ciel de Jojo Moyes. Après ça, j'ai lu La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Je l'ai lu en poche chez City. Il est pas du tout épais, il fait une centaine de pages.
Et vraiment, alors c'est un tome 2,5, en fait c'est un mini-tome entre le tome 2 et le tome 3. Et alors là on est sur une grosse déception parce que là vraiment j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps avec ce livre. Euh, je sais même pas par où commencer. Dans ce tome, Millie, alors c'est toujours un peu gênant de raconter les histoires des tomes 2, 3, 4, 5, 6 parce que ça peut spoiler, j'ai toujours du mal à dire ce mot, les gens qui n'ont pas lu les tomes précédents. Mais, mais bon, je vais essayer de pas trop en dire. Donc Millie décide de se marier et bah, il va lui arriver une petite aventure le jour de son mariage. Voilà. Là, je pense que je vous en ai pas trop dit. Enfin, en tout cas, il y a un événement qui va venir gâcher la fête. Bon, bref. Et, euh, et donc, c'est un tome qui se situe entre le tome 2 et le tome 3. Et vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ce tome. Ça n'apporte rien à la saga. L'écriture, je sais pas si c'est l'écriture ou la traduction, mais enfin, le langage, ça va pas du tout. C'est pas du tout crédible. Enfin, rien ne va dedans. C'était pas, enfin, ça m'a pas passionné. Je l'ai lu, enfin, vous pouvez lire en une demi-journée, c'est plié. Donc vraiment, enfin, ne l'achetez pas. Si vous êtes vraiment passionné de la saga, je sais pas, empruntez-le à quelqu'un. Mais je trouve que voilà, enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc bon, moi c'est pas, enfin moi en tout cas ça m'a pas du tout convaincue. Euh, j'ai lu le tome 1 de La Femme de Nage que j'avais bien aimé. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Disons les mots. J'ai lu le tome 2. J'ai pas trouvé ça exceptionnel parce qu'en fait, c'était exactement le même procédé narratif que le tome 1. Du coup, bon, j'ai moyennement aimé. Ce tome 2,5, c'était la cata. Donc voilà. Est-ce que je lirai le tome 3? Pourquoi pas si l'occasion se présente, parce que ça me permettrait de clôturer la saga. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes. Euh, mais c'est pas quelque chose que voilà, je sais pas si je vais aller le chercher, sauf si on me dit que ce tome 3 est génialissime. Peut-être que j'irai le chercher de moi-même. Sinon, bon, je suis pas sûre. Puis j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas envie voilà, de perdre mon temps avec un livre qui me plaît pas. Donc bon, pour l'instant, je m'arrête là. On verra si l'occasion se présente ou pas de lire le tome 3. Ensuite, j'ai terminé un autre livre, c'est celui-ci, donc Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. C'est le premier roman que je lis de l'autrice. Celui-là est publié chez 10-18, donc en poche, et il fait 353 pages. Alors, je suis assez mitigée sur cette lecture, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans ce livre, on va suivre, donc on est de nos jours hein, aux États-Unis, et on suit Emma qui file le parfait amour avec Jessie depuis le lycée. Euh, c'est vraiment, enfin, leur histoire, c'est comme une évidence. Ils s'aiment depuis le lycée, c'est l'homme de sa vie, c'est la femme de sa vie. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils partent en voyage tout le temps au bout du monde. Ils sont inséparables. Enfin bref. Et, euh, et donc ils s'installent ensemble, ils se marient. Et Jessie part dans le cadre de son travail, je crois, en voyage, et il a un accident d'hélicoptère et son corps n'est jamais retrouvé. Du coup, pour Emma, bah, c'est le choc. Elle perd l'amour de sa vie, c'est son grand amour. C'est une douleur brutale, fulgurante, une douleur qu'elle pense insurmontable. Mais bon, il faut qu'elle fasse avec et il faut qu'elle tourne la page. Bon, elle commence à faire son deuil de son histoire avec Jessie. Et au moment où elle commence à sortir la tête de l'eau, elle rencontre Sam. Sam, c'est un mec qui était aussi dans son lycée. Et elle vit une nouvelle histoire d'amour avec lui. Elle retrouve un équilibre de vie petit à petit. Et voilà, elle commence à guérir et comment dire, sortir la tête de l'eau.
Et à ce moment-là, pile au moment où elle arrive à trouver un nouvel équilibre, en fait, son téléphone sonne et elle apprend que bah, Jessie, son ex, a été retrouvé vivant. On a retrouvé son corps et donc il l'appelle et il lui dit voilà, je suis de retour, je reviens et je rentre à la maison. Donc, bah, elle va devoir choisir entre son ancien amour de lycée, enfin son ancien mari, son ex-mari, mais qui est retrouvé vivant. Donc son premier amour qu'elle a toujours aimé et avec qui elle s'est mariée, et voilà. Et son nouvel amour avec qui elle s'était mise croyant qu'elle devait faire le deuil du premier. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, c'est le point de départ de cette histoire. Je trouvais ça assez original, donc du coup, voilà, on se demande bah, qui elle va choisir. Est-ce qu'elle va choisir son amour de toujours, Jessie, ou est-ce qu'elle va choisir bah, le nouveau, le dernier, qui s'appelle Sam. Donc ça, pour le savoir, il faut lire le livre. Je trouvais ce point de départ assez original. J'avais vraiment envie de savoir comment est-ce que l'autrice comptait bah, développer ce point. Mais j'ai été un petit peu déçue par, voilà, par l'écriture que j'ai trouvée un peu simpliste. Parfois l'histoire n'est pas très crédible. Parfois la réaction des personnages m'a aussi fait lever les yeux au ciel, et ce plusieurs fois. Euh, Il y a quand même certains passages qui m'ont plutôt émue, où j'étais vraiment prise dans l'histoire, mais pas assez pour en faire un coup de cœur finalement. Voilà, je suis assez mitigée. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai moins aimées. Bon, je vous laisserai faire votre propre opinion, mais moi c'était mon premier de l'autrice, mais je crois que celui-là, là, Les Sept Maris d'Evelyne et Hugo, a eu plutôt bonne presse. Donc je m'arrêterai certainement pas à là. Je pense que je vais poursuivre avec cette autrice. Mais bon, voilà. Euh, ah, il y a eu Les Sirènes de Malibu aussi. Je crois que ça a été plutôt salué par la critique Bookstagram. Donc j'ai peut-être essayé celui-là aussi. Mais voilà, pour celui-là, bon, c'est pas mal, mais ce ne sera pas un coup de cœur dans mon cœur. Et du coup, qui dit lecture terminée, dit nouvelle lecture. Et je vais commencer celui-ci. Ça s'appelle Et si tu revenais de Coralie Jeanne, publié chez Pocket. Pas très très épais, je crois qu'il fait 300 pages et quelques si je ne me trompe pas. Il fait ouais 331 pages, effectivement. Euh, donc voilà, bah, je vais vous lire la quatrième de couve. Je crois qu'on est toujours dans le deuil et l'amour, hein. Finalement, je reste un peu dans le thème. Est-ce qu'il m'entend? Pour Mia, les derniers temps ont été durs. La routine, les disputes, puis cet accident de moto qui plonge Stan dans le coma. Contrainte de débrancher l'amour de sa vie, la jeune femme se rappelle les jours heureux, le couple parfait qu'ils formaient. Soudain, une silhouette se détache entre les tombes. J'ai le pouvoir de le faire revenir, lui promet l'inconnu. Mais à quel prix? Revenu de l'autre monde, ce sera à Stan de le découvrir. Et vous, que donneriez-vous pour rattraper le temps perdu? Voilà, donc je reste dans le thème de l'amour et du deuil, que des thèmes très très gais. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas encore démarré, mais je vais la démarrer peut-être ce soir, même sûrement ce soir, quelques pages avant de m'endormir. Voilà. Du coup, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau vlog, ce nouveau chapitre vous aura plu. J'espère que vous aurez pioché quelques petites idées lectures. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.